Donc, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette conférence-là. Je la fais à la place de Manuel Rodriguez, qui est à l'extérieur du pays. Je vais vous dire d'abord mon étonnement. C'est la première fois de ma vie que je suis classé dans les eaux usées. Fait que il n'est jamais trop tard. Hein, donc, donc, la chaire de recherche en eau potable, l'Université Laval, c'est important de le dire. Je vais aller assez rapidement. Qu'est-ce que la chaire de recherche? Donc, la chaire de recherche est formée de plusieurs partenaires. Ville de Québec, majeur, le partenaire majeur, Ville de Lévis, Watershed Monitoring, Agiro et A26 Solutions, qui est notre partenaire, pas industriel, je dirais, compagnie privée. Il y a des chercheurs collaborateurs, donc vous avez toute la liste ici, donc Geneviève et Caetano qui sont bien connus, Steve Charette en microbiologie, Alexandre Collet aussi en microbiologie. On a des collaborateurs qui travaillent beaucoup avec UVic, l'Université de Victoria et l'Université British Columbia, UBC, l'Université de Colombie-Britannique. Plusieurs étudiants, une vingtaine d'étudiants professionnels de recherche. Donc, notre programme de recherche, ça c'est la dernière chose. C'est important de dire que ça fait longtemps qu'il y a une collaboration de l'Université Laval avec la Ville de Québec, bien avant les fusions. Ça a commencé dans les années 80, fin des années 80, début 90, avec les problématiques de sous-produits de désinfection dans l'eau. Et lors de la fusion, après, on a décidé de créer une chaire, la première version de la chaire au début des années 2000. Et il y a eu plusieurs versions, donc elle est devenue industrielle. Là, Manuel m'écoute probablement, j'espère que je ne me trompe pas. Quelque chose comme 2008, on est devenu industriel, puis on a renouvelé par la suite une deuxième fois, puis on est rendu à la troisième renouvellement. Et le dernier, parce que les chaires industrielles n'existent plus maintenant, on a changé de façon de faire au Conseil national. Donc, notre programmation, c'est protection des sources, changement climatique, présence et variabilité des contaminants d'intérêt émergent, gestion des infections secondaires en réseau de distribution. Vous voyez tout que ça a de rapport avec de l'eau. Hein? Il y a beaucoup d'eau usée là-dedans. Indicateur pour la gestion des risques chimiques et microbiologiques, et puis méthode émergente pour le suivi de la qualité microbiologique de l'eau. Parce qu'on a des... Tu sais, habituellement, les paramètres utilisés en suivi microbiologique de l'eau, c'est E. coli. On sait aujourd'hui que c'est dépassé, donc on est en train de développer de plus en plus des techniques pour pallier à ça. Nos projets encore, ça a été vite pour présenter la chaire de recherche, donc je suis assez fier de moi. Donc, le premier projet là, qui est Cynthia, je vais vous dire que son nom, c'est Cynthia Campaoré, puisque je ne suis pas capable de dire le début de son nom, une étudiante au doctorat avec nous, qui s'occupe d'adaptation des systèmes d'approvisionnement en eau potable au changement climatique. Donc, Cynthia a commencé avec nous, ça fait en même temps que la pandémie. Donc, il y a eu, ça va devenir une référence maintenant, la pandémie. Donc, c'est 2020, hein, la pandémie, c'est ça? Oui, 2020. Donc, elle a commencé avec nous. Directeur Manuel Rodriguez, co-directrice Sonia Bemel, qui est ici. Les objectifs, c'est de faire une analyse critique exhaustive de l'ensemble des travaux sur l'adaptation au changement climatique dans les systèmes des systèmes d'aqueduc, découvrir la cause attribuée aux pratiques en cours pour l'accès ou l'utilisation, analyser les perceptions, les attitudes, les comportements dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable et puis créer un cadre structurel pour favoriser tous les systèmes d'aménagement. C'est important de savoir ici que la plupart des gens dans les stations de traitement d'eau usée, puis je comprends même aussi la Ville de Québec, sont pas très au fait de ce qui peut arriver au niveau des changements climatiques, les risques qu'on encourt. Donc, c'est le projet de recherche est lié à ça. Prévision de la qualité de l'eau brute pour l'optimisation du traitement lors d'événements météorologiques. Christian Ortiz-Lopez, qui va d'ailleurs commencer un stage bientôt à la Ville de Québec. Il est candidat au doctorat lui aussi. Directeur, c'est Manuel Rodriguez, co-directeur Christian Bouchard. Donc, lui, c'est de développer, en fait, ce qu'il veut travailler, c'est, on appelle ça le Early Warning System, c'est de prévoir des signaux avancés à partir de mesures qui sont faites dans l'eau pour pouvoir s'adapter de façon à réagir rapidement à un changement de qualité d'eau qui va être lié évidemment au changement climatique dans le futur. Marie-Stéphanie Fradette, qui est candidate au doctorat en microbiologie, elle va travailler sur le portrait de la contamination des 3
eaux de source du Québec par Cryptosporidium et Giardia. Donc, c'est un paramètre qui est intéressant. Cryptosporidium et Giardia, c'est des parasites qui peuvent être très dangereux pour l'humain, mais qui sont très difficiles à analyser. Donc, notre microbiologiste ici de la Ville de Québec pourra en témoigner. Il a travaillé longtemps ces méthodes, très compliquées à analyser, puis pas un grand rendement au niveau de l'analyse. Donc, Marie-Stéphanie travaille là-dessus avec nous. Donc, son projet, c'est analyser les variations de ces parasites-là dans l'eau, analyser la variation d'un point de vue temporel et puis rechercher des corrélations statistiques significatives entre la variation de l'abondance de ces parasites par rapport à des facteurs, des paramètres physico-chimiques. Ensuite, on a un projet qui est sous la direction de Geneviève Pelletier, qui est l'étudiante, c'est Manouche Maleki, candidate au doctorat en génie civil. Donc, c'est la gestion adaptative des débits dans le réseau de distribution d'eau potable afin de contrôler la qualité de l'eau. Son objectif principal, c'est améliorer la qualité de l'eau dans un système de distribution d'eau potable. Vous voyez qu'on s'éloigne un peu du bassin versant, mais qu'est-ce que vous voulez? On protège le bassin versant pour produire de l'eau potable. Donc, c'est lié aussi. De manière rentable grâce à une gestion adaptative. Donc, ça, c'est les premiers résultats qu'elle a obtenus. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, ensuite, l'optimisation spatio-temporelle de la surveillance routinière de la qualité de l'eau potable dans les réseaux de distribution. Andrés Ardilla, candidat au doctorat sous la direction de Manuel et Geneviève Pelletier. Je vais passer vite pour les résultats aussi. Au niveau des contaminants émergents, c'est pas moi qui ai fait la présentation, c'est M. Serra qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats. 5 minutes, OK? Donc, les contaminants de terrain émergents, c'est des contaminants qui apparaissent dans l'environnement suite à l'utilisation des différents produits et médicaments qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Ces médicaments-là sont excrétés dans l'eau usée sous la même forme ou sous une forme plus hydrolysés, donc qui peuvent venir contaminer les cours d'eau par la suite et qui peuvent se retrouver à l'eau potable. Donc, il y a des produits qui sont très nombreux, très variés. On s'est concentré sur quelques-uns à la ville parce qu'on avait fait une préétude autour des années 2016-2017. Donc, ceux qu'on a retenus pour l'étude, c'est acétaminophène, acide salicylique, caféine, carbamazépine, sulfate méthoxazole, ibuprofène et drospirénone. Donc, ici, on voit les résultats qui ont été obtenus dans nos différentes sources d'eau potable. Vous voyez, mon Dieu, les couleurs sont pas... donc, rouge brique, à peu près, c'est pour la rivière Saint-Charles. Mais ce qu'on voit les plus grandes variations, et où ce que c'est le plus important, c'est dans la rivière, c'est dans le fleuve Saint-Laurent et dans la rivière Chaudière. Donc, on s'aperçoit que l'acétaminophène, notamment, là, il y a plusieurs contaminants qui ont été regardés. Donc, ils sont présents dans les rivières, comme la rivière Saint-Charles, autour de 8 nanogrammes au litre, 9 nanogrammes au litre pour la rivière Montmorency. Mais quand on regarde la rivière, le fleuve Saint-Laurent, on arrive à des quantités plus importantes. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un pourcentage d'enlèvement de ces contaminants-là. L'acétaminophène ne comporte pas un danger pour la santé. On en prend, ce n'est pas toxique pour l'humain. Ça peut être dangereux, peut-être plus pour la vie aquatique, mais pour l'humain, ça ne comporte pas un danger. Le problème, c'est que ça nous indique qu'il y a une eau usée qui est venue en contact avec notre eau brute. Donc, nous, actuellement, on a des recherches en cours avec l'acésulfame, notamment. On a fait des études là-dessus. C'est un paramètre qui est conservatif. Ça veut dire que quand on le prend, l'acésulfame, c'est, pour vous rappeler, c'est ce qu'on a dans les Coke Diet et tout ce qui est sans sucre. On s'aperçoit que c'est complètement conservatif. Si on en prend 1 mg, on en excrète 1 mg, puis c'est pas du tout détruit au niveau dans le cours d'eau par les bactéries et tout, il y a aucune, c'est très conservatif. Donc, ça nous permet de suivre une contamination d'origine des eaux usées assez facilement.
projet de recherche, donc là, je vais rapidement, c'est pas parce qu'on a une chaire de recherche en eau potable qu'on ne fait pas d'autres projets. Donc, moi, j'ai été, comme vous le savez, je travaille maintenant à l'Université Laval, mais je participe avec d'autres chercheurs. Donc, on a développement d'outils de détermination de vulnérabilité des sources d'eau potable avec le département de géologie. Ils travaillent avec nous pour comprendre ce qui se passe au niveau des eaux souterraines qui alimentent nos cours d'eau en période d'étiage. C'est ça, je vais y arriver. L'objectif, c'est d'établir l'apport en eau souterraine dans les cours d'eau du bassin versant des prises d'eau potable de la Ville de Québec, puis comprendre surtout les mécanismes de recharge et de contamination de la nappe phréatique. L'autre projet qui vient de commencer, on vient d'avoir le financement, présence de nanoplastiques dans les sources d'eau potable. Donc, il y a plusieurs objectifs liés à ça, notamment, c'est de mettre au point des méthodes d'analyse, de faire des analyses, de vérifier la présence, mais aussi de regarder si nos traitements sont capables d'enlever ces nanoplastiques-là. On entend souvent parler de microplastiques. Les nanoplastiques, c'est 1000 fois plus petit que ça. Et puis, on s'est aperçu que les nanoplastiques avaient une tendance à complexer certains métaux, puis amener les métaux, même d'autres contaminants, dans l'eau potable. Le traitement in situ des selles de voirie, je crois que Patrick va être là cet après-midi pour venir présenter ça. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place, ça fait presque 2 ans. Et puis, le but, c'est de regarder si on est capable de traiter l'eau salée, on va se le dire, de l'eau qui contient des sels de déglaçage vers le lac Clément, ici à la Ville de Québec. Ensuite, je trouvais ça important de vous parler qu'on a eu une grosse étude que j'ai menée avec la communauté métropolitaine et un étudiant de l'Université Laval, Gabriel Deraspe-Bolduc. Les objectifs étaient d'établir un portrait de la qualité de l'eau souterraine du bassin de rivière Saint-Charles-Montmorency et puis de vérifier l'influence des aspects biophysiques du territoire sur la qualité de l'eau. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une influence des fosses septiques sur le territoire par rapport à la contamination E. coli et aussi qu'il y avait un lien entre la présence de routes sur le territoire et la présence de sels de déglaçage dans les eaux souterraines. J'ai fini. C'est-tu vrai? Je vais être le premier. Non. Donc, ça ressemblait plus à un speed dating qu'autre chose. Hein? Pour cette présentation. Ma question, ça porte sur la COVID-19. Je sais que Centro a proposé des projets. Qu'en est-il au niveau de la chaire de la Ville de Québec et la COVID-19 puis le suivi? Parce que de très grandes villes qui utilisent ce moyen-là, qui semble peu coûteux. Donc, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement du Québec ne s'implique pas. Oui, ça, c'est plus une question du gouvernement du Québec parce qu'effectivement, au début, on a embarqué la Ville de Québec, mes collègues au niveau des stations de traitement d'eau usée. Chez nous, on a fait des prélèvements, on a même facilité parce que c'était pas évident parce qu'il fallait sectoriser nos réseaux d'égouts pour faire parler parce qu'on y allait par bassin versant d'égouts. Donc, on a travaillé là-dessus au début. C'était très prometteur comme résultat. La ville d'Ottawa, entre autres, a des très, très, très bons résultats là-dessus. Puis, il y a beaucoup de villes à travers le monde. Nous, on est capable de voir tous les pics arriver, qu'on appelait ça les vagues arriver d'avance. C'était un très, très bon moyen, surtout quand on a vu qu'on arrêtait de faire les suivis avec les tests PCR. Et puis, on ne sait pas pourquoi, puis ça ne coûtait rien, on va se le dire. C'est 3 fois rien, là. C'était ridicule. Mais le ministère de la Santé n'a pas cru bon de continuer cette. Je ne sais pas. Ils ont recommencé, oui, c'est ça, mais on a raté 2 pics à peu près. Je pense qu'il a arrêté l'automne passé, pendant la 4e, je ne sais même plus quelle vague qu'on est rendu. La 4e. Et puis là, ça recommence effectivement. Il y a 2 semaines, hein? 2 semaines avant. Ouais. Donc, on n'est plus dans les réseaux. Parce que c'était compliqué, les réseaux, laissez-moi vous dire. Soyez pas gênés. On a du temps. C'est bon.